Nous sommes à Loudun, une petite ville au nord de la Vienne, devant la maison de celle qui fut considérée successivement comme l'auteur d'une dizaine de meurtres de membres de sa famille en les empoisonnant, puis comme l'innocente victime d'une terrible erreur judiciaire. Elle s'appelait Marie Bénard. Nous sommes en 1947. Loudun est une petite ville de la Vienne qui compte à peine plus de 5000 habitants. Et ici, comme ailleurs en France, l'heure est encore à la pénurie, car le pays se relève péniblement de 4 ans d'occupation. En ce 25 octobre 1947, derrière l'une des façades de la rue de la Porte-Mirbeau, meurt Léon Bénard. Il n'a que 53 ans, mais il était de santé fragile. Sa femme, née Marie Davaillot, devient veuve pour la seconde fois. Quelques jours plus tard, Léon Bénard est enterré au cimetière de Loudun dans le caveau de famille. Mais dans les rues de Loudun, les langues vont bon train, surtout celle de Louise Pintou, une amie et locataire du couple. Elle raconte, à qui veut l'entendre, que Léon Bénard lui aurait confié sur son lit de mort que sa femme l'aurait empoisonné. « On m'a servi de la soupe dans une assiette où se trouvait déjà un liquide blanc. » À ce moment, personne ne prend encore au sérieux les racontards de Madame Pintou, d'autant plus qu'on lui prête d'avoir eu une aventure avec le défunt. On la considère plutôt comme une femme jalouse et aigrie. Personne? Pas vraiment. Un homme prend au contraire très au sérieux ses accusations. Passionné de romans policiers, il cherche dans son dictionnaire médical les symptômes d'empoisonnement à l'arsenic correspondant à ceux qu'aurait constaté Louise Pintou. Puis, le 4 novembre, il rend visite à un de ses amis, un magistrat à la retraite qui habite Loudun. Cet homme, c'est Auguste Massip, un riche propriétaire terrien de la région. Il a la réputation d'être passablement excentrique. À Loudun, on dit plutôt qu'il est brelot, c'est-à-dire un petit peu dérangé. Et c'est cet homme qui confie à l'ancien magistrat ce que Louise Pintou lui a déclaré. D'après elle, Léon Bénard lui a dit sur son lit de mort qu'il avait été empoisonné par sa femme. Sur le conseil du juge, Auguste Massip n'hésite pas à consigner tout ça par écrit. Mais il prend tout de même la précaution de demander aux enquêteurs éventuels de ne pas mentionner son nom. La réputation d'Auguste Massip est connue du magistrat. Mais bon, sait-on jamais. Quelques semaines plus tard, après avoir enquêté sur place, les gendarmes écrivent « Nous mentionnons qu'il est à notre connaissance que Madame Pintou est fréquemment en congé maladie pour neurasthénie et que Monsieur Massip est un illusionné qui a la manie d'écrire à n'importe quelle autorité, même au président de la République, pour lui exprimer ses pensées. » Il faut dire que Louise Pintou s'est rétractée devant eux et qu'elle leur a affirmé que Massip avait tout inventé. L'affaire est classée sans suite. Et Louise Pintou continue de fréquenter Marie Bénard comme si de rien n'était. Elle prend même ses repas chez elle, chez une femme qu'elle vient d'accuser d'empoisonnement. Les mois passent, mais ça ne suffit pas pour faire taire la rumeur. Dans les rues de Loudun, il continue de se murmurer que la Bénard a empoisonné son mari, d'autant plus que quelques mois auparavant, le couple a reçu chez lui le jeune Alfred Dietz, un prisonnier de guerre allemand devenu ouvrier agricole, et que peut-être Marie Bénard et lui... Bref, on n'a pas besoin de réseaux sociaux à Loudun à l'époque pour faire courir la rumeur. En 1948, Marie est obligée de vendre la maison qu'elle louait à Louise Pintou pour payer les frais de succession. Entre les deux femmes, c'est la brouille. Quant à Massip, il accuse ouvertement Marie Bénard d'avoir incendié son château,
Mais quand il apparaît qu'elle n'a pas quitté Loudun alors que le château est à une dizaine de kilomètres de là, eh bien elle ajoute qu'elle l'a fait à distance car c'est une sorcière. L'enquête de gendarmerie établira plus tard que l'incendie a été déclenché par les enfants du jardinier qui jouaient avec des allumettes. Le 16 janvier 1949, Marie-Louise Davaillot, la mère de Marie, vient à mourir d'une mauvaise grippe à l'âge de 86 ans. Pour Louise Pintou et Auguste Massip, il n'y a cependant aucun doute, c'est encore un empoisonnement et ils alertent à nouveau la police. Cette fois, l'affaire est confiée au commissaire Noquet et à son adjoint, l'inspecteur Normand. Noquet et Normand sont deux jeunes policiers aux dents longues, mais jusqu'à présent, aucune affaire d'envergure n'est encore venue propulser leur carrière sur le devant de la scène. Et cette affaire d'empoisonnement, ça pourrait bien être l'affaire de leur vie. Auguste Massip, qui s'est transformé en accusateur public, leur confie la liste des personnes qu'il soupçonne Marie Bénard d'avoir empoisonnées. Elles sont 12. Son mari, son père, sa mère, sa grand-mère, ses beaux-parents et même sa belle-sœur, qui s'est pourtant suicidée en se pendant. Malgré les invraisemblances de certaines de ces accusations, Noquet et Normand prennent tout cela très au sérieux. D'autant plus que Louise Pintou revient sur ses déclarations. Elle s'était pourtant rétractée devant les gendarmes 2 ans plus tôt, lors de la première enquête, mais elle affirme à nouveau que Léon Bénard lui a bien dit sur son lit de mort qu'il avait été empoisonné par sa femme. Le 5 mai 1949, une information judiciaire contre X est ouverte. Le dossier est confié à un jeune juge d'instruction de Poitiers. Ce juge, c'est le juge Roger. Pierre Roger est donc un jeune magistrat âgé de 25 ans. Il a été formé à la faculté de droit de Poitiers et il en est à son premier poste. Peut-être voit-il, lui aussi, dans ce dossier, l'affaire qui va propulser sa carrière. Toujours est-il que le 9 mai 1949, après avoir entendu Marie Bénard en qualité de témoin, il décide, dans une commission rogatoire, que le corps de Léon Bénard sera exhumé pour y procéder à des prélèvements. Il s'agit de vérifier s'il y a bien des traces de poison. L'exhumation a lieu 2 jours plus tard et les restes de Léon Bénard sont confiés au docteur Bérou, un expert marseillais, directeur du laboratoire de police scientifique. Le 21 juillet 1949, le juge Roger inculpe Marie Bénard pour meurtre et elle est arrêtée par le commissaire Noquet. Elle passe sa première nuit en prison. Elle va y rester 5 ans. Pour le juge Roger, le mobile est clair. Marie Bénard a hérité directement ou indirectement de toutes ses victimes. Donc elle les a empoisonnées pour hériter. Il faut dire effectivement qu'elle a hérité de plusieurs membres de sa famille, ce qui fait d'elle une femme aisée. Évidemment, ça aiguise les jalousies, donc la rumeur. Pour le moment, le juge Roger n'a que ça à se mettre sous la dent. Des accusations, pour la plupart fantaisistes, des décès de personnes souvent très âgées, des héritages et la rumeur. Il oublie au passage la différence entre la corrélation et la causalité. Ce n'est pas parce que 2 événements se produisent chronologiquement qu'ils sont forcément liés l'un à l'autre par un lien de causalité. Une erreur de raisonnement qui va coûter cher à tout le monde. Alors attention, je ne dis pas que le juge Roger a tort. À ce stade de la procédure, nous n'en savons encore rien. Je dis juste qu'au terme du Code d'instruction criminelle, il a pour mission d'instruire à charge et à décharge, et qu'en l'espèce, il peine à le faire. Il aurait dû aussi rechercher les éléments en faveur de l'innocence de Marie Bénard. Par exemple, la plupart des défunts sont morts à un âge avancé, du moins pour l'époque. En 1950, la durée de vie moyenne de la femme est de 69 ans et celle de l'homme de 63.
Par exemple, le père de Marie Bénard est mort à 78 ans et sa mère à 71. La cousine de son mari a 88 ans et la grand-mère de celui-ci a 91. Quoi qu'il en soit, fin juillet, 12 nouvelles exhumations ont lieu. Des parents de Marie Bénard et des membres de sa famille, de celle de son mari, des amis et même des voisins. Le médecin légiste prélève ce qu'il peut sur les 12 cadavres, met le tout dans des bocaux qui sont eux aussi expédiés à Marseille, toujours chez le même docteur Bérou. 3 mois plus tard, le médecin marseillais annonce avoir trouvé des traces d'arsenic dans les restes des 12 disparus. Pour le juge Roger, il n'y a plus aucun doute, Marie Bénard a empoisonné toutes ces personnes et, le 28 décembre, il lui notifie son inculpation pour 11 nouveaux assassinats. Rapidement, les avocats de Marie Bénard demandent une contre-expertise. Mais le juge Roger refuse. Les avocats insistent et ils proposent une liste de témoins choisis parmi des scientifiques renommés qui sont tous persuadés que le docteur Bérou se trompe dans ses conclusions. Ici encore, le juge Roger refuse. Il se borne à répondre « Un expert ne se trompe pas ». À l'époque, la procédure pénale est encore régie par le Code d'instruction criminelle. Ce code date de 1808, de la période napoléonienne, mais il a un gros défaut. Il est directement inspiré du droit d'Ancien Régime, et plus précisément de la grande ordonnance royale de 1670, prise par Louis XIV. Autant dire que ce texte ne correspond plus vraiment à l'évolution sociale, scientifique et judiciaire 3 siècles plus tard. Et ce ne sont pas les réformes partielles qui lui ont été apportées entre-temps qui ont changé les choses. Bref, après-guerre, le juge d'instruction est encore l'homme le plus puissant de France. Et le juge Roger va appliquer à la lettre ce code d'instruction criminelle qui lui donne tant de pouvoir. Il va donc prendre des décisions qui ne peuvent pas être contestées. En droit, on dit qu'elles ne sont pas susceptibles de voie de recours. À chaque fois que Marie Bénard et ses avocats lui demandent, par exemple, de procéder à de nouvelles expertises, il refuse. Et le Code d'instruction criminelle n'offre aucune possibilité pour l'obliger à changer d'avis. Et pourtant, ces expertises vont avoir une importance cruciale dans la suite de l'affaire. Et cette affaire, eh bien, elle commence à passionner sacrément la France entière maintenant. Tout le monde s'en donne à cœur joie. Il y a ceux qui sont persuadés que Marie Bénard est coupable, et ceux qui sont au contraire absolument certains qu'elle est innocente. Mais à vrai dire, comme d'habitude, personne n'en sait rien. Quant aux médias, la presse populaire fait régulièrement sa une sur l'affaire, à chaque nouveau rebondissement. Arsenic et vieille dentelle, titre le magazine Détective. Et comme le tragique n'est jamais loin du comique, un restaurateur de Loudun aurait même installé une brasserie juste en face de la maison du crime et il aurait fait peindre sur sa devanture « Ici, la soupe est meilleure qu'en face ». Un rimeilleur local improvise même une chanson sur l'air de la Pimpolaise. La bonne ville de Loudun, célèbre pour Urbain Grandier, se réveilla un beau matin avec sa superbe Brinvilliers, une femme assassin pire que la voisin, etc. Bref, pour la France entière, Marie Bénard est devenue l'empoisonneuse de Loudun. Pendant ce temps, elle se morfond toujours en prison. Elle n'en sort, entre 2 gendarmes, qu'en février 1952, pour son procès en assises. Un procès pendant lequel elle va, peut-être, risquer sa tête. Nous sommes au palais de justice de Poitiers. Et en ce 20 février 1952, la salle d'audience est pleine à craquer. Les hôtels de la ville aussi d'ailleurs, car pour suivre ce procès, on est venu de la France entière. Que dis-je de la France entière ? Du monde entier.
car il y a aussi des journalistes anglais, allemands, états-uniens, suisses ou encore scandinaves qui ont tous été envoyés pour couvrir l'événement. Et toutes les langues résonnent dans la salle des pas perdus. Pourtant, la première journée d'audience déçoit. En effet, elle est consacrée à juger Marie Bénard pour une obscure affaire de fraude à la sécurité sociale. On lui reproche d'avoir imité la signature de sa tante pour toucher un mandat, alors que sa tante lui avait donné procuration pour ça. Mais la vieille dame est décédée depuis 3 ans et un nouveau mandat a été perçu. Le juge Roger a manifestement enquêté également là-dessus pour montrer que Marie Bénard est très attirée par l'argent. Marie nie évidemment l'avoir touché. En plus, le nom de sa tante n'est même pas orthographié correctement. Elle n'aurait jamais fait cette erreur, elle qui a toujours orthographié de façon correcte le nom de famille de la vieille dame. Ses cousins la soutiennent, ils jurent qu'ils sont certains de l'honnêteté de leur cousine, mais rien n'y fait. Le fameux expert Edmond Locard a décidé que c'était bien elle qui avait imité la signature, et un expert ne se trompe pas. Celui-ci s'était pourtant déjà trompé par le passé concernant une expertise graphologique, puisqu'il avait déjà faussement estimé que le bordereau accusateur du capitaine Dreyfus était bien de la main du militaire, alors que la suite des événements avait démontré le contraire. Peu importe, le juge Roger a là aussi refusé la contre-expertise, et Marie Bénard est condamnée à 2 ans de prison avec sursis et 12 000 francs d'amende. Le président de la cour d'assises lui précise, comme le veut le code d'instruction criminelle, que vous n'accomplirez pas cette peine si vous n'encourez aucune autre condamnation dans un délai de 5 ans. L'année. On éclate de rire dans la salle, mais tout le monde sait bien que les choses sérieuses ne commenceront que demain. Les jurés ayant été tirés au sort la veille, le procès de l'empoisonneuse peut enfin commencer. L'audience est présidée par M. le conseiller Favard et le ministère public est représenté par le procureur Giraud. Sur les bancs de la défense, les avocats de Marie Bénard sont prêts. Il s'agit d'Albert Gautrat, d'Henri Ayot, tous 2 avocats parisiens, et de Henri Ducluseau, un avocat de Poitiers. Toute la journée, c'est un défilé de témoins, plus de 90. Les voisins, les amis, les ennemis, tout y passe. Mais ces témoignages n'apportent pas grand-chose, à part quelques ragots. Même le témoignage de Louise Pintou n'apporte guère plus que ce que l'on sait déjà. Tout au plus répète-t-elle du bout des lèvres les accusations qu'elle avait déjà formulées avant de se rétracter devant les gendarmes et de changer encore d'avis devant le juge d'instruction. Oui, Léon Bénard lui a bien dit qu'il y avait un liquide blanc dans son assiette avant que Marie n'y verse la soupe. Non, elle n'a pas été sa maîtresse. Son témoignage laisse une impression de malaise à l'auditoire. Un autre témoin, en revanche, va attirer toutes les attentions. Il s'agit de notre vieille connaissance Auguste Massif. Vous savez, l'accusateur de la première heure, celui par lequel tout a commencé. Ce personnage excentrique et un peu dérangé a été présenté dans un premier temps par la presse comme étant un homme courageux qui a voulu mettre fin au crime de Marie Bénard. Mais sa lamentable prestation devant la cour d'assises a vite fait de dégonfler la baudruche et tout le monde commence à se rendre compte qu'en fait il n'y a pas grand-chose de concret dans cette affaire. Ce ne sont que des ragots, des on-dit, des calomnies. À part les analyses toxicologiques, qui elles sont des choses solides et objectives, il n'y a pas grand-chose de précis dans ce dossier. Ce sont justement ces analyses toxicologiques que la défense va maintenant attaquer. Le lendemain, 3e jour du procès, un coup de théâtre va se produire. Et l'affaire va prendre un tour complètement imprévu. Le matin, on entend les fossoyeurs qui ont exhumé les cadavres. Mais
dans leur costume du dimanche, ils sont mal à l'aise. Ils n'ont pas les bons usages des gens de la ville et ils sont bien embarrassés pour répondre clairement aux questions qu'on leur pose. S'ils peuvent dire sans problème ce qu'ils ont trouvé, en revanche, ils hésitent beaucoup quand on veut leur faire dire qui ils ont trouvé. Par exemple, la tombe de la famille Gouin avait fait déjà l'objet d'une précédente exhumation pour y enterrer un nouveau défunt. Et les fossoyeurs ne sont pas bien sûrs s'ils ont effectivement exhumé les restes des bonnes personnes. Seulement, on accuse Marie Bénard d'avoir empoisonné Louise et Marie-Louise Gouin, la mère et la grand-mère de son mari Léon Bénard. Et on n'est même pas absolument certain que c'est sur leurs restes qu'on a bien pratiqué les prélèvements. C'est maintenant au tour des médecins légistes de témoigner. Ceux-là même qui ont pratiqué les prélèvements lors des exhumations selon les directives du docteur Béroux. Il s'agit du docteur Guillon et du docteur Seta. Mais eux non plus ne sont pas très sûrs de ce qu'ils ont prélevé et de ce qu'ils ont envoyé à Marseille. Dans certains cas, ce n'était que des débris. Il était difficile de dire de quel organe il s'agissait. Maître Gautrat demande alors au docteur Guillon de lui confirmer qu'il a bien prélevé un œil sur l'un des cadavres, qui est depuis 5 ans dans la tombe. Le médecin confirme, et Maître Gautrat ajoute « Mais docteur, combien de temps un œil humain met-il pour se décomposer ?»« Oh, quelques semaines, répond le docteur Guillon. Quelques semaines, alors que ce cadavre a passé 5 ans en terre et qu'on y a retrouvé un œil. Vous voulez d'autres exemples d'incohérence ? Les bocaux concernant les prélèvements ont été envoyés à Marseille, dans des caisses non scellées. Par exemple, pour les 10 bocaux envoyés qui contenaient les restes de Léon Bénard, il en manquait un à l'arrivée, celui qui contenait le larynx et les cheveux. Ce qui n'a pas empêché le docteur Béroux d'analyser ensuite ces mêmes cheveux, miraculeusement retrouvés. Alors attention, je ne dis pas bien évidemment qu'il y a eu manipulation. C'est plutôt la conséquence d'un certain amateurisme lors des prélèvements et de la gestion des scellés. Le président Favard fait ensuite appeler le docteur Béroux. Il faut bien ça pour effacer la mauvaise impression laissée par les témoignages des fossoyeurs et des médecins. D'autant plus qu'à l'époque, le docteur Béroux est une sommité. Il est au fait de sa gloire. Depuis plus de 20 ans, ses expertises font autorité dans tous les prétoires. Et son prestige n'est contesté par personne. D'ailleurs, dans le milieu pénal, on parle d'école de Marseille pour désigner sa méthode et ses travaux. Pour lui, le procès Bénard n'est qu'une expertise de plus, une affaire rondement menée qui n'ajoutera sans doute pas grand-chose de plus à sa gloire, et il arrive tout à fait confiant à l'audience, où il ne doute pas que sa faconde et son accent marseillais vont faire merveille. Il a tort. Maître Ayot commence par lui poser quelques questions anodines, histoire de le mettre en confiance. Il le flatte, parle de sa compétence, de sa réputation. Puis il en vient à l'expertise concernant Pauline Bodino. Pauline Bodino, c'est la cousine de Léon Bénard. Elle est morte en 1945, à l'âge de 88 ans. Si je comprends bien, dit-il au médecin, les restes de Madame Bodino contiennent 48 mg d'arsenic. Oh oui, maître. Mais alors dans ce cas, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, si je reprends vos calculs, par rapport à la quantité de cheveux que vous avez analysés, elle aurait dû avoir 6 kilos de cheveux sur la tête. Rumeur dans la salle. Et le docteur Béroux commence à perdre un peu de sa superbe. Son calvaire ne fait cependant que commencer. Maître Gaudrat se lève à son tour. « Dites-moi, docteur, comment avez-vous procédé pour identifier l'arsenic dans les restes que vous avez analysés ? » Oh, par les méthodes de Marche et Cribier, maître. Et dans quel cas avez-vous employé l'une ou l'autre de ces méthodes ? Oh, la méthode de Marche et celle de Cribier, c'est la même chose, ou à peu près. Il n'y a pas d'à peu près dans la science, docteur Béroux. Ah, mais ça, maître, il suffit de ne pas être de Paris pour être pris immédiatement pour un imbécile. L'auditoire s'esclave.
L'avocat reprend. Si j'ai bien compris, la méthode de Marsh laisse sur les éprouvettes des cercles de substances lorsqu'il y a de l'arsenic. C'est bien cela. Oh oui, maître. Et est-il vrai qu'il y a aussi une autre substance qui laisse, elle aussi, des anneaux avec la méthode de Marsh? Oh oui, maître, l'antimoine. Vous avez bien écrit au juge d'instruction que vous pouviez identifier des traces d'arsenic dans un tube de Marsh, et qu'à l'œil nu, vous les distingueriez immédiatement des traces d'antimoine. Tout à fait, maître. Eh bien voilà, dites-moi, voici 6 tubes de mélange avec des traces toxiques, lesquels contiennent de l'arsenic. Le docteur Bérou chausse ses lunettes, prend son temps, examine attentivement chacune des 6 éprouvettes et finit par déclarer « Ces deux-là contiennent de l'arsenic ». Maître Gaudrat prend quelques secondes avant de répondre calmement « Aucune de ces 6 éprouvettes ne contient d'arsenic. Ce sont tous des anneaux d'antimoine. » Et son confrère, Maître Ayot, ajoute « Docteur Bérou, vous êtes jugé. » L'effet de surprise est énorme dans la salle. Tout le monde se met à parler en même temps, le président Favard essaie de rétablir le calme, puis constatant qu'il n'y arrive pas, il finit par suspendre la séance. Le lendemain, toute la presse se fait l'écho de ce rebondissement absolument spectaculaire. Celle qui était la veille encore l'empoisonneuse de Loudun commence à devenir dans la presse et l'opinion publique la bonne dame de Loudun. Le docteur Bérou n'est pas présent à l'audience. Il a fait savoir qu'il est tombé et qu'il ne peut pas marcher. C'est son assistant, le docteur Médaille, qui parle à sa place. Mais le docteur Médaille n'a pas la qualité d'expert et ses explications n'intéressent ni ne convainquent personne. Et l'audience se termine sans rien apporter de nouveau. Le lundi 25 février, le dernier jour du procès, le docteur Bérou est de retour, mais il s'énerve vite. « Je ne suis pas là pour passer un examen », répond-il quand on lui pose une question. La défense de Marie Bénard a cependant autre chose en tête, car la carrière du docteur Bérou en tant qu'expert est à présent terminée. Les avocats font entendre 2 spécialistes parisiens, le docteur Schuster et le docteur Perpérault. Ils ne sont pas entendus comme experts, ce qui avait été refusé par le juge Roger, mais en qualité de témoins. Ils ont tous les 2 étudié attentivement le rapport de leur confrère Bérou, et ils sont là pour le démolir. Le docteur Schuster est un spécialiste de haut vol, membre de l'Académie de pharmacie et du Conseil supérieur des laboratoires. Il explique à la Cour qu'il a constaté diverses incohérences dans ce fameux rapport. Des organes, des poils et des cheveux ont été analysés ensemble alors qu'il ne faut pas le faire. Aucune recherche de plomb n'a été faite alors qu'il est à la base de l'arséniate de plomb. Bref, pour lui, le travail de Bérou fourmille d'erreurs grossières et il ne démontre en rien qu'il y aurait eu un empoisonnement. Puis c'est au tour du docteur Perpérault de témoigner. Il raconte qu'il a reçu de Maître Ayot de la terre analysée sans que celui-ci lui dise d'où elle vient, qu'il a trouvé de l'arsenic dedans et que ce n'est qu'à ce moment-là que l'avocat lui a révélé la provenance, le cimetière de Loudun. Le docteur Perpérault a alors recommandé une contre-expertise, mais elle a été refusée par le juge d'instruction. À partir de ce moment-là, il ne reste plus grand-chose des éléments sur lesquels reposait l'accusation. La Cour se retire pour délibérer, puis rend finalement son arrêt. Après une longue délibération, elle décide que l'affaire n'est pas en état d'être jugée parce que les expertises n'ont pas démontré la présence d'arsenic avec certitude. Elle nomme donc de nouveaux experts pour procéder à de nouvelles exhumations et à de nouvelles analyses toxicologiques, ce qui aurait dû être fait par le juge d'instruction. Les experts ont 2 mois pour ça, et en attendant, Marie Bénard reste évidemment en prison. Et elle y restera jusqu'à son second procès, qu'elle espère proche.
Nous sommes à présent en 1954. Les choses ont beaucoup traîné en longueur depuis le premier procès de Marie Bénard à Poitiers. En effet, celui-ci a eu lieu depuis plus de 2 ans, alors qu'initialement, la cour d'assises avait laissé 2 mois aux experts pour réaliser les contre-expertises que le juge Roger avait refusées pendant l'instruction. 2 ans au lieu de 2 mois. Mais il faut dire qu'entre-temps, de multiples rebondissements ont tenu le public en haleine. Les experts ont remis un premier rapport en décembre 1952, mais les magistrats poitevins n'en sont pas satisfaits. En effet, les analyses montrent que la terre du cimetière elle-même contient de l'arsenic. Mais les experts répondent que le poison contenu dans les corps des défunts n'a pu être absorbé qu'avant leur mort. Évidemment, les avocats de Marie Bénard contestent cette conclusion puisque c'est leur principal acte de défense. Après la première exhumation, les restes des défunts ont été enterrés sans grand soin. Le professeur Pied-de-Lièvre, chargé d'établir le rapport d'expertise, a compris la leçon du procès de Poitiers et du mauvais moment passé par son confrère Bérou. C'est pourquoi il est très prudent. Il prend grand soin d'énumérer les incohérences qu'il constate. Par exemple, sur les restes de Lucie Benin, la sœur de Léon Bénard, il trouve 2 mâchoires au lieu d'1, 4 vertèbres en trop, 2 sacrum ou encore des fragments d'os iliaques non complémentaires. Ces 13 bocaux disparus sont finalement retrouvés au laboratoire marseillais du docteur Bérou. Pourtant, celui-ci avait d'abord affirmé sous serment qu'il les avait détruits. Mais comme ils sont réapparus, son adjoint, le docteur Bédaille, a depuis procédé à des expériences sur leur contenu. Naturellement, la défense refuse qu'elle soit prise en compte. En effet, pour 7 cadavres, il reste si peu de choses dans les tombes que les experts refusent de les prendre en compte dans leurs expertises. Marie Bénard n'est donc plus poursuivie que pour 6 empoisonnements. Plus qu'il n'en faut cependant pour qu'elle mérite la guillotine. La Cour de cassation a décidé que le second procès ne se passera pas à Poitiers. Elle estime en effet que les passions sont trop vives dans la Vienne pour que les audiences puissent s'y dérouler normalement. C'est pourquoi elle dépayse l'affaire à Bordeaux. Marie Bénard a donc quitté la prison de la Pierre-Levée à Poitiers pour celle du Fort de A le 10 juillet 1953. C'est dans ce contexte compliqué que s'ouvre le second procès. Nous sommes le 15 mars 1954. Les magistrats ont évidemment changé, c'est d'ailleurs une obligation légale, on ne peut pas être jugé plusieurs fois pour le même juge pour la même affaire, mais les avocats sont les mêmes. Ils se sont même adjoints les services d'une avocate bordelaise, maître Jacqueline Favreau-Colombier, qui plus tard écrira un très bel ouvrage sur cette affaire, Marie Bénard, la force de l'innocence. Pour eux, la stratégie a changé. Il ne s'agit plus de nier la présence d'arsenic dans les corps. De l'arsenic, il y en a partout dans cette affaire. Il y en a même trop. Il s'agit plutôt maintenant d'en contester la provenance. Pour la défense, l'arsenic ne peut provenir que de la terre du cimetière et des eaux de ruissellement, et il a imprégné les corps après leur mort. On parle alors d'arsenic exogène. Les nouveaux experts, quant à eux, retiennent l'hypothèse inverse de l'arsenic endogène, absorbé avant la mort. Le président Porquerie de Boisserin ouvre l'audience avec son accent méridional, tandis que le parquet, représenté par l'avocat général Steck, fourbit ses arguments. C'est qu'il est bien décidé à obtenir une condamnation sévère, même si en fait tout le monde commence à douter un peu de la culpabilité de l'accusé. Le procès commence par l'interrogatoire de Marie Bénard. En effet, en droit pénal, la procédure est orale, et aucun des éléments de l'affaire ne doit être dissimulé au juré. C'est ensuite le long défilé des témoins, comme au premier procès.
mais ça n'apporte toujours pas grand-chose. Il faut néanmoins que je vous parle des témoignages de deux témoins clés, Auguste Massip et Louise Pinthou, toujours eux. Auguste Massip tout d'abord. Vous vous souvenez que le bonhomme avait fait une prestation déplorable lors du premier procès devant la cour d'assises de Poitiers. Devant celle de Bordeaux, c'est pire. C'est un véritable spectacle de clown que Massip donne aux magistrats et au public médusé. Il gesticule, il crie, il pleure, il hurle, et il finit même par s'asseoir par terre devant la barre, et il mime comme s'il était dans sa carriole avec Louise Pinthou ce fameux jour de la Toussaint 1947, lorsque celle-ci lui aurait confié la fameuse confidence de Léo Bénard sur son lit de mort. Tout ceci n'a évidemment pas sa place devant une cour d'assises, et le président Pourquerie de Boisserin ne le laisse même pas finir. La cour décide aussitôt que la déposition de Massip Auguste n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Il sera passé outre au débat. Il faut dire que les frères Massip ne sont pas vraiment des témoins clés dans cette affaire. Les policiers et le juge d'instruction ont sans doute accordé un peu trop d'importance à leurs témoignages lors de l'enquête. Mais Auguste Massip n'est que le miroir un peu fêlé qui reflète de façon déformée les affirmations de Louise Pinthou. Et Louise Pinthou, puisqu'on en parle, c'est à son tour de témoigner. La Pinthou, comme l'appelle maintenant la presse et le public. Devant la seconde cour d'assises, elle renouvelle son accusation. Oui, Léon Bénard lui a bien dit sur son lit de mort que Marie l'avait empoisonné, et non, elle n'a jamais été la maîtresse de Léon. Maître Gautrat lui pose alors cette question. « Madame Pinthou, aujourd'hui, avez-vous un doute sur la culpabilité de Marie Bénard ?» Un silence, puis Louise Pinthou répond dans un murmure. « Oui, j'en ai un, bien sûr. » La cour appréciera. Mais pour tout vous dire, les personnages principaux de ce procès, ce ne sont plus les témoins. Après tout le monde sait ce qu'ils vont dire. Les témoins de l'accusation vont charger Marie Bénard et ceux de la défense vont tenter de l'innocenter. Avec eux, point de surprise, point de coup de théâtre. Les véritables personnages principaux de ce second procès, ceux que tout le monde attend, ce sont évidemment les experts. En effet, ce sont les experts qui ont perdu le premier procès, celui de Poitiers. Leurs collègues vont-ils gagner celui de Bordeaux? Pour ce second acte judiciaire, la justice a choisi des experts incontestables. Il s'agit du professeur Émile Conabrest, directeur de l'Institut médico-légal de Paris et professeur à l'Institut de médecine légale, du professeur Henri Griffon, directeur du laboratoire de toxicologie de la préfecture de police, et de René Fabre, doyen de la faculté de pharmacie de Paris et professeur de toxicologie. On s'en doute, ces trois experts sont beaucoup plus prudents que ne l'a été le Marseillais Bérou lors du premier procès. Et ils ont bien raison de l'être. Avec les précautions d'usage, le professeur Fabre dit qu'il ne sait pas si l'arsenic est soluble ou pas dans un milieu en décomposition. Et il est dans son rôle de scientifique de dire qu'il sait lorsqu'il sait et qu'il ne sait pas lorsqu'il ne sait pas. Ça arrange bien la défense qui en profite pour continuer d'instiller le doute entre l'hypothèse de l'arsenic endogène et de l'arsenic exogène. Le professeur Conabrest, quant à lui, se déclare certain que l'arsenic a été absorbé avant la mort. Immédiatement, les avocats contre-attaquent. « Professeur, il y a des erreurs. Selon votre analyse du cadavre de la mère de Marie Bénard, elle aurait dû avaler 18 grammes de poison alors qu'un demi-gramme suffit pour mourir immédiatement. Je me refuse à faire mes calculs en public. Mes résultats sont exacts, réplique le savant. Le soir même, les deux experts rentrent à Paris, laissant seuls leurs collègues entre les griffes des avocats. Pour aboutir à sa conclusion, le professeur Griffon a utilisé une méthode nouvelle à l'époque, la méthode atomique. Et pour ça, il a utilisé la pile Zoé, la première pile atomique française qui a été créée par Frédéric Joliot-Curie, le beau-fils des prix Nobel Pierre et Marie Curie, et lui-même prix Nobel.
Il s'agit de bombarder de neutrons les cheveux qui sont susceptibles de contenir de l'arsenic. Si c'est le cas, les neutrons sont absorbés par le cheveu, et si en revanche il n'y a pas d'arsenic, alors les neutrons traversent librement le cheveu sans s'y arrêter. Il suffit alors de mesurer les radiations avec un compteur Gégère, et de plus, il est même possible de localiser l'endroit précis du cheveu où l'arsenic s'est déposé. Plus c'est loin de la racine, plus l'absorption est ancienne. Et c'est tout cela que le professeur Griffon va expliquer à la cour d'assises. Il est formel, il y a bien de l'arsenic dans les cheveux de Léon Besnard. Maître Gautrat se lève alors du banc de la défense. Il entreprend d'exposer que la méthode de la pile Zoé utilisée par le professeur Griffon est encore récente et qu'en plus elle est critiquée par certains scientifiques, dont le médecin légiste qui a réalisé le second rapport. Le professeur Griffon lui répond vivement qu'en tant qu'avocat, il n'a aucune compétence scientifique pour le contredire. Le ton monte et le président finit par interrompre ce débat qui menace de s'envenimer. Et pour tenter de savoir si oui ou non ce fameux arsenic est soluble dans l'eau et s'il peut avoir contaminé les cadavres après leur mort, il accepte d'entendre les scientifiques proposés par la défense. Enfin, dirons-nous, car c'est sans doute ce que le juge d'instruction Roger aurait dû faire dès le début de l'instruction. Le code d'instruction criminelle ne permettant pas d'entendre les scientifiques comme experts, c'est comme témoins qu'ils vont prendre la parole. Il s'agit de Marcel Lepeintre, ingénieur chef du laboratoire de chimie du service des eaux de la ville de Paris, du docteur Olivier, biologiste et médecin conseil dans un établissement thermal, et du professeur Kelling, professeur à l'Institut national d'agronomie. Mais pourquoi avoir choisi ces scientifiques, dont la carrière et les compétences nous semblent tout à fait honorables, mais sans aucune mesure avec la réputation des experts nommés par la justice? Eh bien, parce que ce sont tous les trois des spécialistes de l'eau. Cette eau dans laquelle baignait le cadavre de Léon Besnard, cette eau qui a peut-être dissous l'arsenic présent dans la terre du cimetière avant de contaminer, peut-être, les restes des victimes supposées de Marie Besnard. Très vite, ces trois témoins arrivent à semer le doute dans l'esprit des magistrats et des jurés. La conviction des scientifiques vient à bout des certitudes, même de celle de l'avocat général. D'autant plus que l'on apprend que le gardien du cimetière cultivait des pommes de terre dans une parcelle inoccupée. Nous sommes après la guerre et la période est à la pénurie, et que le cher homme utilise de l'arsénate de plomb pour débarrasser ses chères patates des doryphores. Et l'arsénate de plomb, c'est encore de l'arsenic. L'avocat général Steck, sentant la tête de Marie Besnard lui échapper, ou sinon la tête, du moins une sévère peine de prison, l'avocat général suggère alors au président d'entendre un nouvel expert. Et oui, encore un. Cette fois, il s'agit de Louis Truffert. Monsieur Truffert enseigne la chimie toxicologique à la faculté de médecine de Paris et il va être chargé par la cour d'arbitrer la bataille de l'arsenic. Vous vous souvenez, l'arsenic endogène contre l'arsenic exogène. Et à ce moment-là, personne ne connaît encore l'avis de ce jeune expert, et tout peut encore basculer dans un sens ou dans un autre. Apparaît M. Truffert. Celui-ci commence par exposer ses propres conclusions, qu'il confronte à celles de ses confrères. Et il termine sa démonstration en affirmant que les analyses menées par les témoins de la défense sont exactes, donc que les experts nommés par la justice se sont trompés. Dès lors, il apparaît bien difficile d'aboutir à une condamnation avec ce qui reste du dossier, essentiellement les affirmations douteuses de Louis Pintou et les délires d'Auguste Massip. Beau joueur, l'avocat général déclare qu'il s'attache essentiellement à la vérité scientifique et que pour le reste, il s'en remet à la sagesse de la cour. Après 1h30 de délibération, l'audience reprend et là, second coup de théâtre, dans cette affaire ayant déjà connu de multiples rebondissements, la cour refuse à nouveau de juger Marie Besnard. Cette fois, elle décide que l'accusée sera immédiatement remise en liberté dans l'attente d'un troisième et, tout le monde l'espère, enfin dernier procès. Marie Besnard est enfin libre,
après 5 ans passés au séchoir. 5 ans pendant lesquels elle a toujours affirmé être innocente du meurtre de ses chers défunts. Contre toute attente, Marie Bénard décide rapidement de revenir habiter Loudun. Comme d'habitude, il y a deux camps que tout oppose, ceux qui croient à son innocence et qui se réjouissent de son retour, et ceux qui au contraire sont persuadés qu'elle a assassiné toute sa famille pour hériter. Et c'est là que cette femme, à l'éducation rudimentaire, se met à écrire toute seule ses mémoires. Je ne suis guère sorti pendant tout ce temps que pour aller juste à côté, faire les courses indispensables. Le boulanger, l'épicerie, la charcuterie. Chaque commerçant paraissait heureux de me revoir. « Alors, vous voilà revenue, Madame Bénard, cela fait plaisir, on vous a fait bien de la misère. » Mais je n'avais vu encore que les amis intimes qui s'étaient empressés de venir m'apporter leur sympathie. Maintenant que le plus gros du travail était fini, là elle parle du nettoyage de sa maison qui était restée abandonnée pendant 5 ans, j'allais avoir le temps de sortir. Ce deuxième mardi de juin, c'était la foire de Loudun, jour de gros marché. Je décide d'aller jusqu'au bout de la ville. Parti à 10h du matin, à 3h de l'après-midi, j'étais encore à trinquer avec toutes les connaissances qui voulaient fêter mon retour. Ce jour-là, bien sûr, on chuchotait sur mon passage. « Voilà Marie Bénard, elle est revenue !» Mais tous ceux qui me connaissaient me montraient une telle amitié que ce n'était pas gênant. Il fallait bien qu'une fois que ça se passe. Et les coups de chapeau et les aimables sourires disaient assez qu'ici personne n'avait cru à toutes les méchancetés que quelques-uns avaient répandues. Elle va ainsi attendre longtemps que la science et la justice veuillent bien enfin se prononcer définitivement sur son sort. Elle va encore attendre 7 longues années. Nous sommes maintenant en novembre 1961. Marie Bénard a repris ses habitudes dans sa petite maison de Loudun. Elle a ignoré celles et ceux qui sifflaient sur son passage. Bref, elle a vécu dans l'attente de ce nouveau procès. Mais le moment est maintenant venu de se retrouver, encore une fois, devant ses juges. Pendant ces 7 ans, les scientifiques n'ont pas chômé. D'un côté, les savants qui travaillent pour la défense mettent en évidence que de l'arsenic, il y en a partout dans cette affaire. Dans le cimetière, dans les ornements en zinc qui décorent les tombes, dans les cercueils eux-mêmes, puisque les menuisiers affirment y mettre du plâtre, dans le ciment des caveaux et même, nous l'avons dit, dans l'insecticide utilisé par le gardien pour protéger ses cultures. De plus, le terrain du cimetière est en pente, ce qui peut favoriser le ruissellement de l'eau et l'imprégnation de l'arsenic dans les tombes. Ça, c'est la thèse de la défense. Les experts judiciaires, eux non plus, n'ont pas chômé. Pour commencer, plusieurs cadavres témoins ont été exhumés afin d'être autopsiés. Dans tous les cas, les taux d'arsenic sont très inférieurs à ceux détectés dans l'affaire Marie Bénard. Ensuite, les nouveaux experts valident pour l'essentiel les résultats obtenus par leurs prédécesseurs. Oui, la méthode de Marche-Cribier donne des résultats corrects. Oui, certains restes cadavériques ont été en contact avec de l'arsenic exogène, mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. On y trouve cependant quand même de fortes doses d'arsenic. Non, l'imprégnation d'un cadavre par de l'arsenic après le décès n'est pas possible, ou alors avec des doses minimes, incompatibles avec celles trouvées dans les victimes supposées de Marie Bénard. À propos, les progrès de la science permettent d'accuser à nouveau Marie Bénard de 12 empoisonnements, contre 6 lors du procès précédent de 1954, puisqu'il n'en faut évidemment, dans tous les cas, pour mériter la guillotine, même si plus grand monde n'y croit vraiment. Bref, pour les experts, il ne fait aucun doute que toutes ces personnes ont été empoisonnées avant leur décès. C'est dans ces circonstances que s'ouvre le 3e procès en assises. Ce nouveau procès est présidé par le conseiller Marcel Nussy-Saint-Saëns. Ce magistrat veut un procès exemplaire. Tout au long des audiences, il va mener les débats avec calme et respect.
Il commence par déclarer que ce procès est celui des expertises, et même celui de la procédure criminelle. Mais il veut aussi que cette affaire se termine enfin, et que la cour d'assises arrive enfin à rendre une décision de justice, qu'il s'agisse d'une condamnation ou d'un acquittement, peu importe. Il faut que la justice soit enfin rendue. De son côté, l'avocat général de Robert est bien décidé à obtenir une peine sévère, même s'il lui aussi doute d'arriver à l'obtenir. Pour le reste, on a l'impression d'assister à la reprise d'une pièce de théâtre qu'on a déjà vue 2 fois. Pour la 3e fois, Marie Bénard entend la lecture de l'acte d'accusation. Pour la 3e fois, sur interrogation du président, elle nie avoir empoisonné ses chers défunts. Pour la 3e fois, le long défilé des témoins commence. Ah, il en manque un, le pittoresque Auguste Massib, décédé l'an dernier. Il ne manque à personne, celui-là, surtout pas à la manifestation de la vérité. Mais, comme lors des 2 premiers procès, ce sont les experts qui vont occuper le devant de la scène. Les experts, mais aussi les scientifiques cités comme témoins par la défense. Les experts, tout d'abord. Pour l'essentiel, ils résument le contenu de leur rapport, qui est épais de plus de 300 pages. Rapport que les avocats de la défense vont évidemment essayer de démolir à l'audience. Il faut dire que, malgré leurs efforts, les experts n'ont évidemment travaillé que sur des restes. Déjà, lors d'une première exhumation et d'une première expertise, le travail est difficile. Alors, lors d'une seconde, effectuée plusieurs années après les faits, on imagine combien la tâche est ardue, sinon impossible. Je vous passe les auditions des premiers experts. Ça ressemble trop à tout ce qui s'est déjà passé dans la même salle d'audience lors du second procès, voici plus de 6 ans. En fait, les propos des professeurs Lemoine, Truot, Cohn-à-Brest, Le Peintre et les autres, eh bien, ces propos ne sont écoutés qu'avec une indifférence patiente. Ou plutôt non, avec une indifférence impatiente qu'on les écoute. Parce que celui que tout le monde attend, c'est le professeur Griffon. Mais si, rappelez-vous, c'est lui qui, lors du second procès, a utilisé la pile Zoé du professeur Joliot-Curie. C'est lui qui a déterminé qu'il y avait de l'arsenic dans les cheveux de Léon Bénard. C'est lui qui a pu dater approximativement la date de l'empoisonnement. C'est également lui que la défense va s'employer à discréditer aux yeux des magistrats et des jurés. L'audition du professeur Griffon a commencé hier soir, mais il était déjà fort tard. Et après quelques échanges peu amènes avec les avocats, le président du 6-500 a levé la séance. Auparavant, Maître Gautrat a obtenu ce qu'il demandait depuis longtemps, les fiches du laboratoire du professeur Griffon. Et avec ses collaborateurs, il passe la nuit à les examiner. Et dès le lendemain matin, au début de l'audience, il passe à l'attaque. « Monsieur le professeur, comment se fait-il que sur la fiche de laboratoire, vous notez avoir trouvé 1 milligramme d'arsenic au kilo, alors que dans votre rapport final, vous faites état de 12 milligrammes ?» Gêné, le professeur Griffon répond qu'il doit s'agir d'une faute de dactylographie. Et comment se fait-il alors que sur cette autre fiche, il y a des ratures et des grattages sur les chiffres ? Le président du 6-500 constate lui-même les incohérences entre les fiches de laboratoire et le rapport final de l'expert. Le professeur Griffon explique laborieusement qu'il s'agit sans doute d'une erreur de sa laborantine, mais ça ne convainc vraiment personne. Tout le monde dans la salle commence à douter du sérieux de l'expertise et de celui de son auteur, mais c'est le président qui a le dernier mot. Je suis obligé de constater qu'après une dizaine d'années de procédure, on en arrive à trébucher encore sur des erreurs de typographie. Quelques jours plus tard, l'avocat général déclare « Je ne présenterai pas mes réquisitions sur le problème scientifique. J'ai un doute. Je présenterai uniquement mes réquisitions sur l'aspect psychologique. Il y a dans ce dossier des faits accablants. » Mais, en fait, plus personne n'est vraiment dupe. Surtout pas la presse, qui titre dès le lendemain « L'accusation abandonne le dossier scientifique ». Pour l'opinion publique, celle qui était qualifiée d'empoisonneuse de Loudun il y a encore quelques années est maintenant devenue la bonne dame de Loudun. Mais tout n'est pas encore joué.
Un coup de théâtre peut encore intervenir au dernier moment, retournant les jurés et les magistrats. Le procès touche maintenant à son terme. Le 6 décembre, c'est à maître Paul de Caunes, l'avocat des parties civiles, qu'il revient de plaider en premier. Pendant plus de 4 heures, il cherche à convaincre les juges et les jurés que Marie Bénard a bien empoisonné toute sa famille. Mais malgré tout son talent, tout le monde voit bien qu'il ne convainc pas. La parole est à monsieur le procureur général pour son réquisitoire, déclare le président du 6 Messieurs les jurés, commence le procureur général, nous voici arrivés au moment de prendre les uns et les autres nos responsabilités dans cette affaire, aussi exceptionnelle par la gravité que par les difficultés auxquelles elle a donné lieu et les problèmes qu'elle a posés. Tout au long de ces 90 minutes de réquisition, le magistrat va traduire une certaine perplexité sous son apparente fermeté. C'est sans doute pourquoi, au lieu de requérir une peine précise, comme il est d'usage en assises, il termine en s'en remettant à la sagesse de la Cour pour décider elle-même de la sanction qu'elle juge utile. Murmure dans la salle, sourire sur le visage des avocats de la défense. Arrive maintenant le temps des plaidoiries de la défense. Les plaidoiries, puisque les avocats de Marie Bénard sont 4. Naturellement, ils vont plaider plus longtemps que la partie civile. Mais lorsque maître de Caunes leur en fait la remarque, on lui répond que lui n'a qu'un seul cadavre, alors que la défense en a 11. Malgré la tension palpable, tout le monde esquisse un sourire dans la salle. Les défenseurs se sont répartis les rôles. Ayot commencera. Il plaidera la partie scientifique du dossier, lui qui la connaît si bien, pour avoir passé de longues heures dans les laboratoires pour refaire encore et encore les expériences scientifiques effectuées par les experts. Pendant ces 3 heures de plaidoirie, il entreprend donc de démonter point à point l'ensemble de l'expertise scientifique effectuée dans cette affaire. Le lendemain, c'est au tour de Jacqueline Favreau-Colombier de prendre la parole. Elle a en charge la partie psychologique du dossier. Elle rappelle combien l'accusation portée par Louise Pintou est fragile, comme l'est l'équilibre mental de cette femme avec laquelle Léon Bénard a probablement trompé Marie. Et l'avocate termine par ces mots. Monsieur le procureur général de Robert vous a dit qu'il avait un doute. Et il ajouta « vous ferez comme vous voudrez ». Alors, quand au moment de porter le fer, l'accusateur défaille, et que le fer qu'il brandissait retombe, et qu'il vous dit « frappez si vous voulez, moi je ne peux pas », vous, les 9 jurés, vous sentez-vous le courage d'achever son geste? L'après-midi, c'est au tour d'Henri Ducluseau de plaider. En tant que régional de l'Étape, il est avocat à Poitiers, il lui revient d'évoquer les circonstances dans lesquelles cette affaire est née. Une toute petite ville de province, à la fin de la guerre, les rancœurs, les jalousies. Puis il entreprend de démontrer que les causes de mort naturelle, d'abord privilégiées par les médecins de famille, sont bien plus plausibles que d'éventuels empoisonnements. Une crise du Rémy pour Léon Bénard, un arrêt cardiaque pour Blanche Rivet, une congestion cérébrale pour Louise Davaillon. Enfin, le lendemain, maître Gautrat termine les plaidoiries. Il commence par souligner les erreurs des experts, les erreurs qui en viennent à provoquer l'erreur judiciaire majeure qu'est le procès fait à Marie Bénard. En parallèle, il souligne le sérieux avec lequel ont travaillé les scientifiques qu'il a fait citer comme témoins. La rigueur avec laquelle ils ont contrôlé le travail des experts pour démontrer que ceux-ci se sont trompés. Avant même la fin de la plaidoirie, plus grand monde ne doute que ce sera un acquittement. Le président donne une dernière fois la parole à l'accusé, comme le prévoit le Code de procédure pénale. Marie Bénard se lève et, de sa petite voix fluette, elle déclare « Si je suis ici, c'est que je suis innocente. Sinon le remords m'aurait tuée. J'ai toujours été soutenue par mes chers défunts et par ma chère maman. »
Les 9 jurés et les 3 magistrats professionnels se retirent. Ils vont devoir mettre en application l'article 353 du Code de procédure pénale que le président du 6-500 vient de leur lire. La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ? Après plus de 2 heures de délibéré, la sonnette résonne. Mais ce n'est qu'une fausse alerte. Elle n'annonce que la fin du délibéré lui-même. Il va encore falloir attendre 1h30, le temps que les 3 magistrats rédigent l'arrêt de la cour d'assises. Enfin, à 18h30, une nouvelle sonnerie annonce la reprise de l'audience. Le public et les journalistes qui étaient sortis dans les couloirs se pressent à nouveau dans la salle. Personne ne veut évidemment rater le dénouement de ce drame qui a tenu tout le monde en haleine depuis si longtemps. Après avoir réclamé le silence, le président du 6-500 rouvre une dernière fois les débats pour donner lecture de la décision de la Cour. À la question « Marie Davaillot, veuve Bénard, a-t-elle volontairement attenté à la vie de Labrèche Marie, veuve Lecomte, par l'effet d'une substance qui pourrait donner la mort plus ou moins promptement ?» Il a été répondu non. 12 fois la même question, une par défunt. Et à chaque fois, le jury a répondu non, non, non. Marie Bénard est acquittée. 12 ans, 7 mois et 7 jours après l'ouverture de l'information judiciaire, Marie Bénard est enfin acquittée. Dans la salle d'audience, l'émotion est intense parce que c'est très émouvant un acquittement. C'est presque aussi émouvant qu'une condamnation à mort. Naturellement, la presse française et internationale fait immédiatement ses gros titres sur cet acquittement spectaculaire et dans les jours qui suivent, la France ne parle plus que de ça. Quant à Marie Bénard, une fois libre, elle retourne à Loudun pour y vivre le reste de sa vie. En 1962 paraît son autobiographie intitulée « Mes mémoires ». Pour elle, l'affaire est finie. Enfin. Mais pour la justice et pour la science, l'affaire continue. En effet, cette affaire est d'abord un gigantesque échec, et même un double échec. Ni le droit, ni la science n'y trouvent en effet leur compte. Échec de la science tout d'abord, et plus précisément de la médecine légale et de la police scientifique. Les expertises ont été menées à la légère, des scellés ont été perdus. Ce n'est que progressivement que des progrès vont être accomplis dans ce domaine. Par exemple, aujourd'hui, la méthode de Marche-Écrivier est abandonnée au profit de techniques plus sûres, comme la spectrométrie de masse. Des bonnes pratiques en matière d'analyse toxicologique ont été mises en place. Échec du droit ensuite, et plus précisément échec de la procédure pénale. Nous l'avons vu, le juge d'instruction Pierre Roger a scrupuleusement appliqué le code d'instruction criminelle qui lui permettait de refuser les contre-expertises. Et nous en avons vu les résultats. L'affaire Marie Bénard a tellement remué l'opinion publique que le législateur n'a pas attendu la fin de cette affaire pour intervenir. En effet, dès 1958, le vieux code d'instruction criminelle, qui datait du Premier Empire, est remplacé par un tout nouveau code de procédure pénale, un code moderne et adapté à l'évolution de la société et de la technique. Ce code modifie profondément les règles de l'expertise. Il a renforcé le caractère contradictoire de la procédure, notamment au stade de l'instruction. C'est-à-dire que les parties peuvent maintenant apporter des preuves et des arguments et les discuter. Ce code de procédure pénale, il est encore en vigueur aujourd'hui. S'il avait existé à l'époque des faits, peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'affaire Marie Bénard, ou en tout cas, qu'elle n'aurait pas ressemblé à ça. Son secret, Marie Bénard ne l'a pas emporté dans la tombe.
En effet, elle a préféré donner son corps à la science, cette science qui avait pourtant été incapable de définir la vérité judiciaire dans cette affaire. Elle ne repose donc pas ici aux côtés de ses chers défunts, comme elle disait. Nous ne saurons probablement jamais s'il y a eu empoisonnement dans cette affaire ou pas, mais la seule chose dont nous sommes sûrs qu'elle ait été empoisonnée dans l'affaire Marie Bénard, c'est la justice.